Émission d'instruction civique à l'adresse des populations africaines martyrisées par le terrorisme depuis maintenant plus de 10 ans. Je voudrais dire que je dédie cette émission à toutes les victimes du terrorisme en Afrique et partout ailleurs dans le monde. L'Afrique, quant à elle, c'est important de le rappeler, connaît le terrorisme depuis 600 ans. Terrorisme négrier, terrorisme colonialiste, terrorisme néocolonialiste, terrorisme impérialiste. Et sous tous les déguisements, les 600 dernières années n'ont pas été faciles pour nos ancêtres et pour nous-mêmes. Car notre continent natal étant le plus riche du monde, a été l'objet de convoitises et d'une barbarie organisée sous le nom de traite négrière, de colonisation, de néocolonisation, sous le nom d'aide au développement, sous le nom d'aide à la lutte contre le changement climatique, sous le nom d'aide multilatérale, bilatérale, sous le nom de soutien, d'humanitarisme. L'Afrique a été barbarisée depuis 600 ans d'une manière exceptionnelle. De telle façon que le concept de terrorisme pour nous renvoie à une expérience très longue. Contrairement à ce que veulent nous imposer les officines de ce qu'on appelle les médias mainstream, l'usage de la terreur pour imposer des opinions politiques, pour imposer une domination économique, n'est pas un événement récent dans l'histoire africaine. Mais, puisque le rappel sauve l'âme, comme le disent les Saintes Écritures, il est important que dans la marche du siècle, il y ait des serviteurs comme moi pour sans cesse rappeler les âmes à la vigilance. L'un des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, en 2024, c'est la puissance médiatique utilisée pour semer la confusion sur la nature de l'ennemi en Afrique, la définition de l'ennemi. Quand vous êtes en conflit, vous devez savoir qui est exactement l'ennemi pour le combattre. Parce que dès lors que vous n'êtes pas au clair sur la nature réelle de l'ennemi, eh bien vous ne pouvez pas le combattre. Et l'une des particularités du terrorisme qui frappe l'Afrique aujourd'hui, c'est que c'est un terrorisme qui s'accompagne d'un brouillage mental, d'un brouillage médiatique. C'est un terrorisme qui s'accompagne d'un cafouillage organisé par des médias pour empêcher les Africains de savoir exactement à qui ils ont affaire, à quoi ils ont affaire. Au point que les organisations, les individualités et les puissances terroristes veillent toujours à essayer de remporter ce qu'on appelle la guerre informationnelle, la bataille de l'information. C'est-à-dire de mettre dans le crâne des Africains des explications fausses de ce que les Africains vivent, afin que les Africains soient incapables, bien sûr, de trouver des solutions aux problèmes qui leur sont posés. L'Afrique contemporaine est déterminée. Votre serviteur a créé l'Institut de l'Afrique des libertés, association légale de droit malien, qui regroupe maintenant 40 chercheurs disséminés à travers le monde et qui est toujours en train de s'organiser pour apporter une performance hors pair dans l'analyse, dans l'alerte, dans la prévention, dans les recommandations pratiques à propos des grandes questions géopolitiques, géostratégiques, des grandes questions idéologiques de cette période décisive de l'histoire africaine. Nous sommes là pour élever un tir de barrage, une muraille intellectuelle et spirituelle partout en Afrique, en chaque Africaine et en chaque Africain, contre l'imposture terroriste qui depuis 600 ans se déguise sous plusieurs noms, amenant même les Africains à se tromper sur l'appellation du nom de leurs véritables ennemis. Dans cette émission, je vais commenter le résultat de mes recherches. Je suis convaincu qu'on peut élaborer une fiche signalétique comportant 7 indices. 7 indices que je vais commenter. 7 indices. Il y a 7 indices pour reconnaître des individus
des organisations ou des puissances terroristes en Afrique. Voilà votre conférence. Voilà son schéma. Ici. Il y a 7 indices. Et je vous invite à m'aider à diffuser massivement cette conférence parce qu'elle peut servir non seulement à travers l'Afrique, mais le monde entier. Il faut non seulement que le peuple africain soit averti, instruit, éclairé. Il faut qu'il soit éclairant. Il faut que grâce à l'Afrique, le monde entier comprenne que le terrorisme contemporain est compris et maîtrisé. Il faut que le monde entier comprenne pourquoi l'Afrique vaincra. Et pourquoi l'Afrique est en train de gagner. Dans ces 3 étoiles polaires de la révolution panafricaniste du XXIe siècle, que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, véritable laboratoire de la prise de conscience continentale qui devient mondiale, planétaire, grâce à la persévérance et à la résilience des Africaines et des Africains éveillés. Oui, j'aimerais qu'à l'issue de cette conférence, chacune et chacun d'entre vous maîtrise les 7 indices de reconnaissance des individualités terroristes. 7 indices de reconnaissance des organisations terroristes, des partis, associations terroristes. 7 indices de reconnaissance des puissances terroristes. De telle façon que, dès qu'il y en a une ou un qui se manifeste devant vous, vous le détectez tout de suite. Vous savez à qui vous avez affaire. Voilà pourquoi j'ai élaboré cette typologie en 7 points, 7 petits points. Facile à retenir, car le rappel sauve l'âme. Vous êtes maintenant 1000 personnes rassemblées sur YouTube. Est-ce qu'il y a 1000 partages de cette conférence? Vous êtes 500 personnes rassemblées là sur TikTok. Est-ce qu'il y a 500 partages de cette conférence sur TikTok? Vous êtes 500 personnes rassemblées sur Facebook. Est-ce qu'il y a 500 partages de cette conférence sur Facebook? Donnez-la. C'est de la vie de notre peuple qu'il est question. C'est de la vie de nos paysannes, de nos paysans. C'est de la vie de nos frères et sœurs à travers toute l'Afrique qu'il est question. C'est la vie de milliards d'Africains sur cette planète qu'il est question. Notre vie bafouée, notre vie piétinée, nos frères et sœurs, nos enfants, nos épouses, enlevés, kidnappés depuis des décennies, déportés à l'intérieur de la terre africaine, pourchassés dans leur propre pays, contraints d'abandonner les terres de leurs ancêtres, parce que d'autres veulent venir voler l'or, voler le diamant, voler l'uranium, voler le pétrole, voler le gaz, voler le manganèse, voler le lithium, voler toutes les richesses de ce monde dont l'Afrique abonde. Oui, le terrorisme qui attaque l'Afrique aujourd'hui est un vaste plan, vous allez le voir, de recolonisation militaire, économique. C'est un vaste plan d'occupation venu de puissances dont le sous-sol est pauvre et qui se sont organisées depuis des siècles pour déstabiliser le monde entier afin que les richesses du monde entier soient toujours à leur merci. Le terrorisme qui frappe l'Afrique est un phénomène géopolitique qui a été conçu, qui a été pensé, qui est orienté, qui est encadré. C'est un phénomène géopolitique qui est expressément fourbi, ourdi, pour maintenir la planète en coupe réglée au profit des oligarchies impérialistes. Il faut que l'Afrique se pénètre de ces vérités et que les Africaines et les Africains sachent avec qui ils se combattent. Avec qui ils combattent. Voilà pourquoi je me suis dit, il me faut élaborer une fiche en quelques points, facile, de telle façon que chaque Africaine et chaque Africain, et tous nos amis européens, asiatiques, tous nos amis américains soient capables de comprendre que nous avons compris. Et de faire comprendre à ceux qui croient que nous n'avons pas compris, que nous avons compris. Parce qu'en fait, le terrorisme qui prospère contre les Africains, la domination africaine prospère parce que ceux qui organisent cette domination, pendant très longtemps, avaient la certitude que nous ne comprenions pas ce qu'ils faisaient. Ils contrôlaient nos opinions à travers leurs grands médias, puisque pendant très longtemps, par exemple, les Africains d'Afrique francophone, pour avoir une information, ils attendaient ce que RFI va dire, ce que BBC va dire,
ce que la voix de l'Amérique va dire. Et à partir de là, il se faisait une opinion. C'est terminé. Mais ça ne suffit pas que ce soit terminé. Et il faut que nous nous réapproprions la signification du monde, la compréhension du monde. Vous comprenez? Et que nous leur montrions que nous avons compris. Parce que l'un des éléments essentiels de leur défaite, c'est quand ils comprennent que nous avons compris. Et qu'ils ne peuvent plus nous tromper. Et qu'ils ont affaire à des civilisations en plein retour dans la lucidité du siècle. La défaite intellectuelle et spirituelle commence quand tu prouves à celui qui t'écrase que tu maîtrises tous ces mécanismes, que tu sais ce qu'il fait. Quand tu lui prouves que tu le comprends mieux qu'il ne se comprend lui-même. Parce que, en fait, les Africains qu'on félicite, comme le dit si bien le docteur Shogel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, les Africains qu'on tapote et qu'on considère comme des nègres intelligents sont souvent ceux qui donnent la preuve qu'ils ne comprennent rien. Et c'est pour ça qu'on les aime dans les milieux impérialistes occidentaux, moyen-orientaux. Hein? On aime bien l'Africain stupide, mais qui paraît intelligent. Avec celui-là, on peut cheminer. Mais quand on découvre que non seulement il sait, mais qu'il est déterminé à faire savoir aux siens quelle est la nature réelle du monde, là on se met à le détester. Et on essaye de l'ostraciser, de le marginaliser en disant qu'il est un agent de haine. Dès qu'un Africain se met à servir radicalement la vérité, la justice, la solidarité et la fraternité universelle vraie, on le décrète haineux et on essaye de lui fabriquer un portrait d'ennemi de l'homme. Nous en savons quelque chose. Qu'est-ce qui n'a pas été essayé contre nous? Me présenter comme un ennemi de la France. Un pays dont mon épouse et mes enfants sont des citoyens de naissance. Je dis de naissance. Un pays dont je suis citoyen depuis 2002, soit à 22 ans. Comment tu peux être ennemi du pays dans lequel tu vis? Moi, je suis ennemi des politiques de domination. D'où qu'elles viennent, de qui qu'elles soient. Toute politique qui suppose la domination de l'homme sur l'homme me trouve en travers de son chemin. Et comme je suis africain, j'ai vocation d'abord à défendre les intérêts de mon pays natal, de mon continent natal, de ma civilisation de référence. C'est tout. Comme on ne peut pas mener tous les combats. Nous sommes ici dans une lutte qui est déterminée par la vérité et la justice. Ce n'est pas une lutte raciale. Ce n'est pas une lutte pour que l'Afrique domine le monde. Non. C'est une lutte pour que plus personne ne domine les Africains. Ça, c'est mon axe. Il y en a qui ont d'autres axes. Il y en a qui ont d'autres orientations. Moi, mon orientation, c'est dédominer l'Afrique. C'est libérer l'Afrique. Et cette dédomination, cette libération de l'Afrique passe par la libération intellectuelle et spirituelle de l'Africain. Et de l'Africaine, où qu'il soit dans le monde. Donc il faut verticaliser, il faut redresser intérieurement les Africaines et les Africains pour qu'ils produisent une civilisation elle-même verticale et redressée. Alors, une fois ces préliminaires établis, je voudrais vous dire comment je vais procéder pour vous présenter les indices. D'abord, je voudrais donner une recommandation de lecture. C'est ce livre. Je le recommande à toute l'Afrique des libertés. Le livre de William Engdahl. William Engdahl. Il a écrit un livre intitulé « Le charme discret du djihad ». Et le sous-titre est très intéressant. « L'instrumentalisation géopolitique de l'islam radical ». Le charme discret du djihad, l'instrumentalisation géopolitique de l'islam radical. Je recommande à tous ceux qui le peuvent de commander ce livre et de le lire intégralement et de le faire lire. Le livre a l'avantage de rassembler toutes les preuves que ce qu'on nous appelle le djihadisme, ce qu'on nous appelle le terrorisme religieux ne sont pas religieux du tout. Ça n'a rien à voir avec l'islam en tant que tel. Il s'agit d'une vaste opération de déguisement et de camouflage des intérêts des puissances impérialistes derrière la manipulation des thèmes religieux. Le livre démontre et documente cela.
La quatrième de couverture dit ceci. Reconnu comme l'un des plus pertinents spécialistes de la géopolitique anglo-américaine du pétrole et de ses implications financières, William Engdahl nous offre ici une analyse essentielle pour comprendre le lien entre l'histoire du pétrole et les guerres actuelles de nouvelle génération qui ont vu l'émergence du salafisme djihadiste au Proche-Orient, mais également dans le monde entier avec les attentats terroristes. Les vieilles logiques impériales britanniques de contrôle des matières premières stratégiques ont donné lieu à l'utilisation en sous-main de mouvements idéologiques extrémistes pouvant recourir au terrorisme. Actualisant des logiques similaires, les États-Unis ont pris le relais de l'Angleterre, instrumentant l'extrémisme wahhabite et d'autres sectes comme la confrérie des frères musulmans ou le mouvement Gülen. Des pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie ont ainsi été poussés à encourager partout le chaos terroriste. Il s'agit d'atteindre les objectifs définis il y a plus d'un siècle par le géographe britannique Mackinder, à savoir contenir le développement de la Russie, de la Chine et de l'Iran, ou pour reprendre les mots de Zbigniew Brzezinski, de s'assurer, citation, qu'aucun rival eurasiatique n'émerge capable de défier les États-Unis. Fin de citation, permettant ainsi le maintien de leur prépondérance mondiale. Pour garantir à tout prix leur hégémonie vacillante, les États-Unis se sont engagés dans une folle fuite en avant en utilisant les méthodes les moins avouables. Fin de citation. Ça, c'est la quatrième de couverture que je viens de vous lire. La quatrième de couverture. On commence la conférence par de la lecture parce que il n'y a toujours pas suffisamment d'Africains qui lisent. On leur a menti à certains qu'il n'y a rien dans papier, alors que tout est dans papier. Tous les plans qui sont en train d'être appliqués contre l'Afrique, ils sont dans le papier. Ils ont été rédigés, ils ont été pensés par des gens. Des théoriciens, des experts, des spécialistes, des stratèges se sont assis et ils ont conçu ce qui arrive à l'Afrique. Pendant ce temps, il y a un certain nombre de voyous et d'ignorants qui se promènent en Afrique pour dire qu'on ne fait rien avec papier, on ne mange pas papier. On fait tout avec papier, on mange papier. C'est papier qui fait manger l'homme. L'homme est un animal des lettres. C'est un animal qui écrit. Homo scriptorum, homo est. Si tu ne lis pas, si tu n'apprends pas, si tu n'écris pas, si tu ne comprends pas ce qu'on écrit, tu es un danger pour toi-même et pour le monde. Car tu vas facilement être manipulé par les autres. Lire, écrire, comprendre, discuter de ce qu'on a lu, confronter ce qu'on a lu, ce qu'on a compris avec les autres points de vue, c'est une condition pour être humain, pleinement humain. Écrivez ça. Alors, ce livre est très intéressant. Je ne vous le lirai pas entier, mais j'ai un deuxième extrait à vous lire, parce que d'ici que vous l'ayez commandé, combien est-ce qu'il coûte? Il coûte quand même 24 €. Et je ne possède pas la version PDF du livre. En même temps, par respect pour les écrivains, je n'aime pas distribuer les versions PDF des livres des écrivains vivants. Parce qu'il leur faut vivre quand même aussi de leur travail. J'encourage plutôt autant que possible qu'on achète. Mais comme je sais que mon peuple n'a pas directement accès, comme moi je peux l'avoir, aux facilités de me procurer ces ouvrages, bon, cette conférence commence par un exercice un peu approfondi de lecture. On va lire l'avant-propos. Et n'oubliez pas que ça fait partie de notre méthode, les méthodes du docteur des preuves. Manger notre piment dans la bouche, eh bien, de nos adversaires. Comme ça, ils ne peuvent pas dire que nous avons inventé, puisque nous utilisons les ressources scientifiques disponibles dans les colonnes des bibliothèques de l'adversaire lui-même. D'accord? Écoutez maintenant la lecture de l'avant-propos de ce livre fondamental de William Engdahl que je vous recommande. L'État islamique et l'hégémonie perdue. Je vais vous lire ça. C'est pas très long, c'est 4 à 5 pages. Et il y a beaucoup dedans. Il faut avoir entendu ça. Depuis plus de 6 décennies, une faction au sein de la communauté états-unienne du renseignement
a utilisé des groupes politiques islamistes pour atteindre ses objectifs consistant à étendre l'hégémonie des États-Unis sur le monde. Cette relation débuta durant les années 50 dans la Munich de l'après-guerre et atteignit de nouveaux stades dans la décennie 1980, lorsque la CIA, aux côtés du renseignement de l'Arabie Saoudite, envoya un riche islamiste saoudien nommé Oussama Ben Laden au Pakistan, afin d'y recruter des djihadistes islamiques pour une guerre contre l'armée soviétique en Afghanistan. Le succès de cette opération de la CIA, appelée Opération Cyclone, consistant à armer et à entraîner des combattants islamiques, appelés les Moudjahidines, conduisit Washington à réutiliser les mêmes tactiques. Après la chute du pacte de Varsovie et de l'Union soviétique survenue au début des années 90. Des vétérans des Moudjahidines afghans, dont beaucoup étaient des Saoudiens, ou des ressortissants issus d'autres pays arabes recrutés par Al-Qaïda, l'organisation de Ben Laden, furent alors convoyés par la CIA via des avions privés jusqu'en Azerbaïdjan, où les compagnies pétrolières américano-britanniques avaient les yeux rivés sur les riches réserves pétrolières de la mer Caspienne. La CIA les convoya également en Yougoslavie afin d'y déchaîner la fureur de la guerre, depuis la Bosnie-Herzégovine jusqu'au Kosovo. Ils les ont ensuite introduits illégalement en Tchétchénie et au Daghestan, afin d'y saboter les projets d'oléoducs russes, concurrents des projets anglo-américains. Tandis que croissaient les succès évidents à chaque nouvelle tentative, certains à Washington se laissèrent griser par leur stratégie d'utilisation des combattants. Ils étaient convaincus d'avoir découvert l'instrument idéal pour créer la terreur n'importe où dans le monde, de manière à faire progresser leur agenda d'hégémonie globale. L'Union soviétique venait de s'effondrer et il était facile d'imputer la responsabilité à des musulmans agités, devenus fous, selon la terminologie de Zbigniew Brzezinski. La CIA et le Pentagone tenaient finalement là leur nouvelle image de l'ennemi pour remplacer le défunt communisme soviétique. Lorsqu'ils accusèrent à tort ou à raison Oussama Ben Laden et son réseau Al-Qaïda d'être responsables des événements survenus à New York et à Washington le 11 septembre 2001. La Maison-Blanche déclara promptement une guerre contre la terreur et, sous cette bannière, installa de nouvelles bases militaires américaines, étendant ainsi son hégémonie jusque dans des endroits où cela était inconcevable une décennie auparavant. Soudain, plongée dans l'incertitude, une population américaine saisie par la peur rejoignit le camp belliciste. En 2003, les forces armées américaines tenaient leur excuse pour envahir l'Irak riche en pétrole et entreprirent de déchaîner une sainte terreur militaire qui dressa les Irakiens sunnites contre les chiites. De cette occupation américaine sanglante émergèrent de nouvelles recrues pour Al-Qaïda en Irak. Dans le même temps, la CIA travaillait du côté du monde turcophone, depuis l'Ouzbékistan jusque dans l'ouest de la Chine, au Xinjiang, là où se situe la majorité des activités d'extraction pétrolière et gazière de ce pays. Ils entraînèrent de nouvelles recrues pour un djihad turc, utilisant l'illusion d'une restauration de l'Empire ottoman pour déchaîner la terreur et le chaos à travers l'Asie centrale riche en ressources, afin de l'ouvrir à la pénétration des multinationales occidentales. En décembre 2010, Washington était prêt à déployer sa plus ambitieuse instrumentalisation de l'islam politique. En Tunisie, utilisant le fait divers de l'immolation d'un jeune marchand tunisien, Mohamed Bouazizi, la CIA, le département d'État, la société ouverte Open Society de George Soros, la Maison de la Liberté Freedom House, la Fondation nationale pour la démocratie, National Endowment for Democracy, NED, et d'autres ONG liées à la CIA, déclenchèrent dans le monde arabe une vague de révolution dite de couleur. Il s'agissait en fait d'opérations de changement de régime soutenues par la CIA et le département d'État américain,
utilisant les réseaux sociaux Twitter, Facebook et toute une jeunesse constituée d'activistes que l'Empire US, l'Empire américain, avait entraîné des mois à l'avance. Tout cela est fait avec des références en bas. On continue? C'est succulent ou pas? Le rappel sauve l'âme. Continuez à partager l'émission. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo. Ce sont des vérités qui sauvent, qui sont dites ici. Une fois que des millions d'étudiants naïfs et pleins d'espoir se furent déversés sur la place Tahrir du Caire à Tunis et à travers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, Washington et la CIA soutirent alors leurs atouts. La confrérie des frères musulmans afin d'établir de nouveaux régimes qu'ils croyaient pouvoir contrôler. Le monde arabe riche en pétrole était en train de devenir trop indépendant des banques et des compagnies pétrolières anglo-américaines. Le dirigeant égyptien Hosni Moubarak, le Tunisien Ben Ali et le Libyen Muammar Kadhafi étaient en passe de combiner leurs forces afin de créer une union de banques islamiques qui menaçait la domination de Wall Street et de la City de Londres. De plus, la Chine entrait en mouvement pour la première fois, investissant des milliards dans la sécurisation de ses approvisionnements pétroliers. Pourtant, avec le lancement de ces soi-disant printemps arabes, un cauchemar commença à se dévoiler pour Washington et ses alliés de l'OTAN et de Tel Aviv. Des lignes de failles tectoniques apparurent qui n'avaient pas été anticipées. La dictature des frères musulmans que la CIA avait favorisée avec Mohamed Morsi en Égypte fut renversée par un coup d'État militaire soutenu par le peuple et la monarchie saoudienne. La Libye, pour sa part, s'abîmait dans une guerre tribale. Ses flux pétroliers se tarirent tandis que la guerre civile faisait rage. Pourtant, les planificateurs américains, le Pentagone, les quartiers généraux de la CIA, l'anglais et la Maison-Blanche d'Obama n'avaient pas de plan B. Répandre des djihadistes financés et entraînés par la CIA et laisser libre cours à la terreur propagée au nom d'Allah était le plan A. Mais malheureusement, c'était leur seul plan. Alors, il nous reste encore 3 pages. J'espère que vous êtes en train de vous réjouir d'apprendre. On continue. Encore 3 pages. Avec une vague de succès incroyables, une organisation terroriste au nom imposant d'État islamique en Irak et au Levant, ou encore d'État islamique en Irak et en Syrie, Al-Qaïda en Irak, État islamique ou en arabe Daesh, remporta des victoires militaires impressionnantes à l'été 2014. Elle prit par surprise la ville stratégique de Mossoul et les principaux champs pétroliers en Irak, y compris Kirkouk, puis se répandit en Syrie jusqu'aux frontières de la Turquie. L'organisation de l'État islamique devint un terme mondialement connu lorsque des vidéos mises en ligne sur le site internet YouTube, vidéos dont il fut plus tard prouvé que certaines avaient été truquées, montrèrent la décapitation d'un journaliste américain, James Foley, créant une lame de fond susceptible de déboucher sur une action militaire de l'OTAN menée par les États-Unis en Irak et en Syrie. L'État islamique, abrégé EI, avait été créé comme un projet conjoint par la CIA et le Mossad israélien, afin de coordonner des mercenaires psychotiques présentés comme des djihadistes islamiques venus du monde entier, Tchétchénie, Afghanistan, Arabie Saoudite et même depuis la province chinoise turcophone ouïghour du Xinjiang, à l'occasion de ce que la CIA appela l'opération Nid de Frélon. Lorsque les journalistes israéliens pointèrent le fait que les lettres ISIS, l'acronyme anglophone le plus commun pour EIIL, était le même que celui correspondant au nom anglais du Mossad, Israeli Secret Intelligence Service, les djihadistes proclamèrent rapidement sur YouTube leur nouveau nom, l'État islamique, ou EI, dans une tentative de dissimulation assez maladroite. Le dirigeant autoproclamé de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, se déclarant lui-même descendant direct du prophète Mohammed, annonça qu'il était le calife autoproclamé de tous les musulmans dans le monde. Cette annonce fut contestée par les docteurs et les dirigeants religieux islamiques. Al-Baghdadi, dont le nom signifiait simplement celui qui est de Bagdad et son califat, n'était qu'une pure fabrication de la CIA et du Mossad, conçue pour terrifier un public américain crédule, afin de partir à nouveau en guerre au Moyen-Orient. Je suis à la page 26. Lisons ensemble. Lisons. Afrique. Lisons. Une source bien informée, proche du multimilliardaire saoudien et ancien premier ministre libanais Saad Hariri, déclara, sous condition d'anonymat,
que le feu vert final pour la guerre en Irak et en Syrie contre l'État islamique fut donné à huis clos à l'occasion du sommet du Conseil atlantique sur l'énergie tenu à Istanbul les 22 et 23 novembre 2013. Ce Conseil atlantique était l'un des cercles d'influence américains les plus puissants concernant la politique étrangère et la géopolitique des États-Unis et de l'OTAN. La même source déclara que le coordinateur en chef des actions militaires de l'État islamique, c'est-à-dire Daesh, était Francis Riccardione, l'ambassadeur américain en Turquie. Citation. « Autant que je sache, rien ne se décide sans l'ambassadeur Riccardione », déclara l'intime de M. Hariri. La référence est en bas de page. Les origines de l'État islamique à l'Irak et au Levant peuvent être retracées directement à partir du projet des Moudjahidines afghans de la CIA durant les années 80, où les atouts entraînés par l'agence et le saoudien Oussama Ben Laden menèrent la plus grande opération sous couverture de l'histoire de la CIA, afin de bouter l'armée soviétique hors d'Afghanistan et d'humilier la Russie. Après 1989, Al-Zarqawi se déplaça en Irak, où il fut commissionné par ses manipulateurs de la CIA pour y fonder Al-Qaïda en Irak, le prédécesseur direct de l'État islamique pour l'Irak et le Levant. Tout d'abord contre Saddam Hussein et son parti laïque le Baas, puis après 2003 en tant que force terroriste sunnite menant des attaques contre les troupes d'occupation américaines, de même que contre les chiites, afin de justifier une présence militaire américaine permanente en Irak. En cela, ils échouèrent, quand le gouvernement chiite de Nouri al-Maliki ordonna à Washington de retirer ses troupes du pays. Ainsi, à partir d'Al-Qaïda en Irak, le Pentagone et la CIA créèrent une nouvelle et bien plus grosse machine à tuer djihadistes. Son objectif était de créer les conditions préalables requises afin de faire revenir les troupes militaires américaines en Irak et à terme d'éliminer l'allié de la Russie, le Syrien Bachar el-Assad. D'après des sources jordaniennes et autres bien informées, les combattants clés de l'État islamique pour l'Irak et le Levant avaient été entraînés par la CIA et le commandement des opérations spéciales américaines, US Special Operation Command, SOCOM, dans un camp secret en Jordanie en 2012. Le renseignement américain, turc et jordanien organisèrent des bases d'entraînement pour les rebelles syriens dans les villes jordaniennes de Safaoui, dans la région désertique du nord du pays, située confortablement proche des frontières tant de la Syrie que de l'Irak. L'Arabie Saoudite et le Qatar, les deux monarchies du Golfe les plus impliquées dans le financement de cette guerre contre la Syrie de Bachar el-Assad, financèrent les entraînements jordaniens de l'État islamique pour l'Irak et le Levant. D'autres rapports indiquent qu'une partie de l'État islamique pour l'Irak et le Levant fut aussi entraînée dans les camps secrets en Libye, de même que dans les bases de l'OTAN en Turquie, proche de la frontière syrienne. Une lutte d'influence géopolitique entre les États-Unis et la Russie constituait l'objectif ultime des meneurs néoconservateurs au sein de la CIA, du Pentagone et du département d'État. Elle avait déjà commencé en début des années 90, durant la dissolution de l'Union soviétique, lorsque la CIA transporta des centaines de moudjahidines saoudiens et d'autres vétérans de la guerre secrète en Afghanistan des années 80 contre l'armée rouge. Ils furent introduits clandestinement en Tchétchénie, afin d'y perturber la nouvelle fédération de Russie qui luttait alors pour sa survie. Il visait particulièrement le sabotage de l'oléoduc russe qui courait directement depuis Bakou vers la mer Caspienne jusqu'à la Russie. James Baker Tree et ses amis du cartel Big Oil, des grandes compagnies pétrolières anglo-américaines, avaient d'autres plans. C'était l'oléoduc BTC, détenu par un consortium pétrolier anglo-américain, devant passer par Tbilissi jusqu'à la Turquie membre de l'OTAN, en évitant le territoire russe. D'ailleurs, au sujet de l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Seyhan, voir le livre de Éric Laurent, La face cachée du pétrole, Plomb 2006, qui permet de comprendre l'importance de la guerre de Géorgie en 2008. En 2014, après 3 ans d'une tentative aussi sanglante que vaine, visant à faire tomber Bachar el-Assad, les assauts terroristes de l'État islamique en Irak et en Syrie offrirent un prétexte idéal aux faucons néoconservateurs pour mener en Syrie leur guerre par procuration contre son président, l'allié stratégique de la Russie, de l'Iran et de la Chine au Moyen-Orient. Les paranoïaques dirigeants sunnites de l'Arabie Saoudite et du Qatar, riches jusqu'à l'obscénité, aidés du président Erdogan qui se berçait d'illusions sur une restauration de la Turquie dans ses anciennes gloires ottomanes perdues, accomplirent le sale boulot pour le compte de Washington et de Tel Aviv en Syrie. D'une certaine manière, la guerre de l'État islamique était une guerre pour le gaz,
les oléoducs et le contrôle des vastes richesses pétrolières de la région et ainsi empêcher le tracé du gazoduc russe South Stream vers l'Europe qui contournait l'Ukraine. Mais, à un niveau plus profond, elle faisait partie d'une stratégie mondiale plus large visant à détruire la seule résistance efficace à la création d'un nouveau totalitarisme universel au XXIe siècle. Un retour aux périodes sombres du Moyen-Âge, mais à une échelle planétaire. Un seul monde qui serait contrôlé par les très riches familles de l'Occident, dont l'agenda consistait en une mainmise totale sur le monde et une réduction de la population au moyen de l'eugénisme, des guerres et du terrorisme. La guerre de Washington contre la Syrie et celle créée par les États-Unis en Ukraine étaient deux fronts de ce qui en réalité ne constituait qu'un seul conflit. L'ennemi était la Russie et, dans le même temps, la Chine. Ces deux puissances eurasiatiques, les nations clés des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, représentaient le centre de gravité du seul contrepoids efficace existant face à une nouvelle barbarie totalitaire universelle, ce que le Pentagone avait appelé domination tous azimuts, et l'oligarque David Rockefeller appelait cela son nouvel ordre mondial. Nous sommes à l'avant-dernière page. Pour comprendre la rage meurtrière psychopathologique des djihadistes et des mercenaires de l'État islamique, il était nécessaire de rechercher dans ses racines historiques, et cela me fit remonter à l'époque de la Première Guerre mondiale aux accords Sykes-Picot de 1916 et aux origines de la colère arabe. Puis dans l'Égypte des années 20 avec la création d'un culte islamique mortifère connu comme la confrérie des frères musulmans d'Hassan al-Banna. Elle me mena ensuite au gré de l'évolution de cette confrérie, de ses alliances profanes avec les services de renseignement non musulmans variés depuis le MI6 britannique jusqu'à Heinrich Himmler et les SS, puis finalement la CIA au début des années 50. Au premier jour de 2015, tandis qu'une nouvelle guerre américaine capotait en Ukraine, que la guerre de Washington en Syrie tournait en une débâcle indicible et que la création d'un nouvel empire ottoman islamique en Turquie autour de l'organisation Semat de Fethullah Gülen faisait face à une menace existentielle à l'occasion de la confrontation avec l'ancien allié des États-Unis, le président Erdogan, il devenait de plus en plus clair que la stratégie de la Maison-Blanche consistant à utiliser un islam politique fondamentaliste afin de sécuriser une hégémonie globale américaine revitalisée semblait faillir partout. Les oligarques américains qui contrôlaient Washington au moyen de leur groupe de réflexion et d'influence et la propriété des médias dominants, des noms comme Bill Gates, David Nelson Rockefeller, George Soros et Bush, les familles qui possédaient le complexe militaro-industriel sombraient dans l'accablement. Mais, dans leur désespoir grandissant, ils menacèrent d'une nouvelle guerre mondiale, utilisant leur ancien ennemi mortel russe comme prétexte. Littéralement, pour reprendre les mots d'une tragédie grecque d'Euripide, les dieux rendent fous ceux qu'ils veulent perdre. Aux premières semaines de 2015, l'unique superpuissance, l'hégémonie globale, les oligarques américains n'étaient pas seulement perdus, ils étaient aussi en train de devenir fous. Et pour cause, le monde commençait de leur glisser entre les mains. Signé William Engdahl, Francfort-sur-le-Main, en mai 2015. William Engdahl. Ça, c'était en mai 2015. Pourquoi je vous ai lu cet avant-propos de cet ouvrage décisif, hyper documenté? Pour que vous compreniez la nature profonde du terrorisme d'apparence religieuse qui est infligé à l'Afrique. Vous avez compris? Vous avez compris sa nature profonde? La nature profonde du terrorisme qui frappe l'Afrique, c'est l'impérialisme. C'est l'impérialisme occidental qui a organisé le terrorisme qui frappe l'Afrique aujourd'hui, en association avec ses alliés du Moyen-Orient. Je recommence une deuxième fois. L'enseignement de cet avant-propos et ce qui est démontré documentairement dans ce livre, avec des références irréfragables, c'est que le terrorisme apparemment religieux qui frappe l'Afrique est une organisation mise en place par l'impérialisme occidental avec ses alliés du Moyen-Orient pour essayer de maintenir son hégémonie sur la planète. Hégémonie financière, hégémonie économique, hégémonie militaire
hégémonie politique, hégémonie culturelle, hégémonie spirituelle. Écrivez ça. Voilà, c'est ça la vérité. Ce qu'on ne veut pas que les Africains sachent. Si Dieu m'a mis au monde, c'est pour faire savoir à mon peuple. Tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. William Engdahl. Et le chercheur a documenté. Hein? Né dans le Minnesota en 1944, William Engdahl a étudié les sciences politiques à l'université de Princeton, puis l'économie comparative à l'université de Stockholm. Il a ensuite travaillé comme économiste et journaliste d'investigation tant aux États-Unis qu'en Europe. Il est auteur de 10 livres traduits en 18 langues. Il écrit depuis plus de 30 ans sur les questions énergétiques, la géopolitique et l'économie et donne des conférences dans le monde entier. Est-ce que vous êtes prêts maintenant à recevoir la synthèse appliquée à la situation africaine? La synthèse de la fiche signalétique des 7 indices incontestables pour reconnaître les individus, les organisations et les puissances terroristes en Afrique. Une fois que vous savez que l'Afrique n'est pas victime d'une guerre religieuse. L'Afrique est victime d'une guerre impérialiste. Une fois que vous avez compris cela, maintenant vous allez comprendre ce que j'ai élaboré pour l'Afrique. La fiche en 7 points. Je vais aussi la rédiger en version papier, de telle façon que ça soit facile à partager. Il faut que vous le donniez à tout le monde. Et il faut que vous traduisiez cela dans nos langues. Moi, je vais traduire en bassa. Je vais le dire en français. Je vais le dire en anglais et je vais le dire en bassa bantou, ma langue dans laquelle je suis poète, philosophe, romancier, nouvelliste. D'accord? Ok, on commence. Quels sont les 7 indices pour reconnaître des individus, des organisations ou des puissances terroristes en Afrique? Quels sont les 7 indices? Je vais vous les donner. Maintenant. Mes amis, écrivez d'abord indice numéro 1 et soyez prêts. Que chacun marque bien l'indice numéro 1. Les individus terroristes, les organisations terroristes et les puissances terroristes se caractérisent par le fait qu'ils sèment la confusion sur l'identité des terroristes à travers le concept voilé de djihadiste. Je vous donne un premier indice. Chaque fois que vous allez voir quelqu'un, vous allez voir un parti politique, une organisation politique ou un État qui parle du terrorisme qui frappe l'Afrique en utilisant systématiquement le mot djihadiste, djihadiste, djihadiste. Sachez que cet individu, cette organisation ou cette puissance est terroriste. Donc, on appelle l'indice 1 le camouflage djihadiste. Chaque fois que vous les voyez, utilisez le mot djihadiste pour désigner ceux qui tuent notre peuple. Sachez que c'est eux. Ce sont eux les terroristes. Car le concept de djihadisme a été élaboré pour cacher le visage de l'impérialisme. Indice numéro 1. Vous pouvez commander le livre par Amazon. Vous pouvez commander le livre par Amazon. Pour ceux qui ont des cartes bancaires et des adresses postales, le livre peut vous être livré chez vous. C'est plus facile si vous vivez en Europe, en Occident. D'accord? Bon. Est-ce que tout le monde a noté le premier critère? Dès que vous ouvrez un journal, ou vous écoutez une vidéo, ou quelqu'un vous dit les djihadistes, les djihadistes, les djihadistes. Premier cas, c'est un ignorant. Et là, peut-être il a une excuse. D'accord? Deuxième cas, c'est un sachant. Et par conséquent, c'est un hypocrite. Il cache le vrai visage de la déstabilisation africaine. L'impérialisme. Puisque vous avez bien compris que Al-Qaïda, tout comme l'État islamique, sont des organisations terroristes qui ont été créées par les renseignements généraux occidentaux de l'OTAN. À partir du moment où vous avez compris cela, vous ne pouvez plus appeler djihadistes ceux qui tuent les Africains. Vous devez les appeler terroristes impérialistes. C'est ça leur nom. Est-ce que c'est clair? Bon, je le dis en anglais et en bassa maintenant. En anglais d'abord. The first thing you have to know, if you want to recognize, to acknowledge those who are terrorists in Africa, is that they don't use the right concept to design the people who are killing Africans. They use the concept of jihadism, which is a veil of ignorance, to hide the true aggressors, the true enemies. The true enemies are imperialist powers. And as we know, it is the NATO's powers who created Al-Qaeda and Islamic State to destabilize the Middle East,
to destabilize the East and to destabilize all the global South. So when you see them using the name of jihadists to design those who are killing Africans, know that they are terrorists. Individuals, organizations, or states. Et bala ni nord ni temuranka le jihadistes yon ye nol bon ba Afrika. Ni ile e mournou ay terroriste. E nyule nkong si wason yile. Velombi otang gongbi o Al-Qaeda ni État islamique. Ni ba ep bole ba tungun kong si wason yu bon ba enerwo. John Bala ni temuranka bele jihadiste yon ye nol bon Afrika. Yina la yemera est terroriste. Tilanala. On passe au deuxième indice. Deuxième indice. Vous êtes prêts? On avance. Hein? Quand vous voulez reconnaître des individus ou des organisations ou des puissances terroristes, il suffit que vous vous rendiez compte que ce sont des individus, des organisations ou des puissances qui prétendent combattre les organisations terroristes tout en commerçant publiquement avec elles. Pour savoir qui est terroriste, il faut savoir qui fait des affaires avec les organisations terroristes. Bon, écoutez. Al-Qaïda, par exemple, a ses bureaux officiels au Qatar. Et le Qatar est une puissance alliée de l'OTAN. Les dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique se promènent librement dans les pays du Moyen-Orient. Oui ou non? Oui ou non? Vous n'avez pas vu la négociation de la prise du pouvoir d'Al-Qaïda en Afghanistan qui s'est déroulée avec les dirigeants d'Al-Qaïda au Qatar? Les dirigeants d'Al-Qaïda sont libres au Qatar. Ils logent dans les hôtels 5 étoiles. Ils ont un siège. D'accord? Et là-bas, tous les dirigeants de l'OTAN discutent et négocient avec eux. Donc, toute puissance qui a des relations normales avec les dirigeants d'Al-Qaïda est une puissance terroriste. Écrivez ça. So, the second proof that we have a terrorist organization or individual or a terrorist power is that they have official relations with the direction of the terrorist organizations. The most important terrorist organizations have their main website, they have their location, they have their address in the Middle East. Many of them are in Qatar, publicly, in Doha, where they have meetings. They are in five stars hotels, and so on. They have a public life. And they also negotiate with the West, like we've seen concerning Afghanistan, when they were going to take the rule in Afghanistan with the help and the acceptation of the NATO. So there is no problem. If you see a power who negotiates, a power who talks every day, who is, who has, how can I say, normal relations with terrorist organizations, you know that that power is a terrorist one. That individual is a terrorist one. And this is the second element of recognition. Bale ni tehe ngim long inkwel ni ba ane ba Al-Qaïda tole État islamique. Yile long yo terroriste. Bale ni tehe mura yi ni borba Al-Qaïda ni borba État islamique ba ekwel. Il est mournou et terroriste. Bilong ki bo Qatar bo Arabie Saoudite. Bin lere ba ane ba Al-Qaïda ba ane ba État islamique. Bin lere go hikikel. Les là, il est les reba ane ba Al-Qaïda, ba ba nol bon ba Afrika. Nous quel bon ba Afrika le? Ouais, ou tabe terroriste. To quel toyara. On passe au troisième indice. Troisième indice. Les individualités, les organisations et les puissances terroristes, bien souvent, sont dans des pays sanctuaires où les terroristes, où ils se replient, trouvent des soins, des protections et des habitations. Pour identifier un individu, une organisation ou un État terroriste, il suffit de savoir où se réfugient les terroristes. Prenons l'Afrique de l'Ouest. Quels sont les pays où les terroristes fuient et sont protégés? Le Burkina Faso s'est rendu récemment compte que la Côte d'Ivoire est une zone de repli pour les organisations terroristes. Oui, Alassane Ouattara protège les organisations terroristes. Les terroristes qui attaquent le Burkina
Quand l'armée burkinabé les suit, ils se réfugient en Côte d'Ivoire, où ils ne sont pas attaqués. L'armée ivoirienne est même sortie pour attaquer l'armée burkinabé parce que l'armée burkinabé pourchassait les terroristes à sa frontière. Oui, ils ont carrément sorti un hélicoptère pour protéger, de combat, pour protéger les terroristes. Ça s'est passé. Regardez la Mauritanie qui se plaint devant le Mali. Alors que le monde entier sait que les terroristes se soignent en Mauritanie, logent en Mauritanie. Dès que l'armée malienne les poursuit sur la frontière, ils traversent et ils s'estiment en sécurité. Quand l'armée malienne exerce son droit de poursuite sur des criminels à la frontière mauritanienne, la Mauritanie vient se plaindre. Ah, nous avons été agressés. Mais quand les agresseurs viennent de Mauritanie pour entrer au Mali, saigner le Mali, on n'en parle pas. Tout le monde a, les preuves abondent de terroristes soignés, logés, nourris, protégés en Mauritanie. Quand le Mali les poursuit et les frappe, la Mauritanie vient se plaindre. Pourtant, la Mauritanie, aujourd'hui, est un territoire de repli des terroristes. Mais c'est le cas de l'Algérie. L'Algérie héberge la direction d'Al-Qaïda. Iyad Aghali vit en Algérie. Il y est protégé, il y est logé, il y est nourri. Je ne sais pas ce que mes frères et sœurs algériens, qui n'acceptent pas qu'on pointe le gouvernement Tebboune dans sa dérive duplicitaire, je ne sais pas ce qu'ils peuvent dire contre cela. Ceux qui essayent de défendre le président Tebboune dans sa duplicité envers le Mali, envers l'Afrique noire, qu'ils nous expliquent ce que font les dirigeants d'Al-Qaïda en Algérie. Pourquoi l'Algérie donne-t-elle le gîte, le couvert à des chefs terroristes? Mais c'est parce que l'Algérie est alliée des puissances terroristes. C'est ça la réalité. Tout pays qui donne le gîte, le couvert, les soins aux terroristes est un pays terroriste. Donc, le troisième élément, c'est les pays sanctuaires. Et vous allez remarquer que ces pays, eux, ils ne sont pas attaqués. Ils sont voisins de toutes les organisations terroristes opérationnelles, mais eux, ils ne sont pas attaqués. Pas d'attaque terroriste en Mauritanie. Hein. Pas d'attaque terroriste en Algérie. Hein. Pas d'attaque terroriste en Côte d'Ivoire. Hein. Pourtant, les terroristes sont là à côté. Ils ont tout à fait compris qu'ils sont protégés par le régime de Ouattara. Pourquoi attaquer? Ils ont bien compris qu'ils sont protégés par le régime de Ghazouani en Mauritanie. Mais pourquoi attaquer? Ils ont bien compris qu'ils sont protégés par le régime de Tebboune en Algérie. Mais pourquoi attaquer en Algérie? On ne scie pas la branche de l'arbre sur laquelle on est soi-même assis. Oui ou non? Troisième indice, les pays terroristes. Tous les pays du Moyen-Orient qui hébergent les directions des organisations terroristes sont des pays terroristes. Tous les pays qui sont alliés, militaires, alliés politiques de ces pays du Moyen-Orient, là, le Qatar, l'Arabie Saoudite, sont des pays terroristes. Parce qu'ils cautionnent la stratégie qui a été décrite par William Engdahl tout à l'heure. So, the third element to recognize terrorist individuals, organizations, or powers is just to know where the terrorist organization go back when they are pursued in their military operations. When they are defeated on the field of war in Mali, in Burkina Faso, or in Niger, where do they run away? Where? They run away in Ivory Coast because Alassane Ouattara protects them. They run away in Algeria because Tebboune Abdelmajid protects them in Algeria. They run in Mauritania because El Ghazaoui protects them. El Ghazouani protects them in Mauritania. Every country where you know that terrorist chiefs, terrorist leaders, terrorist organizations have their tactical base is clearly a terrorist state. It is a terrorist state, and that is why those states are not attacked by terrorism. Terrorists attack Burkina Faso every day.
but they never attack Ivory Coast for many years now. And when they have problems in Burkina Faso, they run in the Ivory Coast territory where they are protected by Ouattara's troops. Terrorists attack Mali, Niger, Burkina Faso every day, but they never attack Algeria. And when they are pursued in Mali, Burkina Faso, or Niger, they run away in Algerian territory where they are protected. They have houses, they have food, they have drugs, they are protected and recognized by the authorities. And they also received in official audiences. In the Middle East, there are so many countries who host terrorist leaders. Al-Qaeda has its headquarters in Doha, Qatar. Qatar cannot tell to Africans that it is not involved in terrorism. And Qatar is one of the most important allies of the NATO. Exactly the same with Saudi Arabia. Those countries who are hosting terrorist leaders every day in 5-star hotels are clearly terrorist states. We have to say that for our victims, for our people who are suffering. Ibale ni sobuni jam li yone la yele. Borba ban bon terrorisme i Afrika. Bengena bulong I homan ntehbo ni panke mingwe. Ale ni ntehbo e kengwe kerengi mlong. Yile long iye terroriste. Terroriste baba nolbori Mali. I Burkina Faso, I Niger. I Cameroon, I Nigeria. Tole Chad. Ngera muranka nongbo bang urungwe bakeba solop Algérie. Bang urungwe bakeba solop Côte d'Ivoire. Bang urungwe bakeba solop Mauritanie. Inyuki. Nous les ba ane ba Mauritanie, ba ane ba Algérie, ba ane ba Côte d'Ivoire, ba Sombo. Ban hubo, ban hulabo. John Hikilong I in lere ba ane ba terrorisme. I long terrorisme. Tilanala. Bi long ki bo Qatar tole bo Arabie Saoudite. Ba ban lere ba guera. Ça veut dire que mandab makengi ma bourba ba terrorisme ma yenenyo. Bi long bi terroriste. Autant yeli Wanda ni bi long. Vi Moyen-Orient. Bi bin lere terrorisme. John Jan Lionel Ali. On passe au 4e critère. Le 4e critère de l'individu, de l'organisation et de la puissance terroriste, c'est que ils ont été pris plusieurs fois en flagrant délit de financement du terrorisme. Flagrant délit de financement du terrorisme. Alors, ce financement se fait directement par des largages et des livraisons d'armes, de vivres et d'argent, de munitions et d'argent. Et le Mali a porté plainte devant l'ONU depuis le 15 août 2022. On attend toujours. L'ONU ne veut toujours pas convoquer l'examen de la plainte du Mali contre la France. Le Mali a accusé la France d'avoir largué des armes, des munitions et d'avoir donné du renseignement aux organisations terroristes qui combattent le Mali. L'ONU ne veut toujours pas organiser la confrontation au Conseil de sécurité, jusqu'à cet instant. Le Burkina Faso a formulé les mêmes accusations. Le Niger a formulé les mêmes accusations. Les accusations de livraison directe d'armes aux terroristes. D'accord? Donc les puissances de l'OTAN, ces accusations, sont répétées contre elles partout, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique. Le livre de Engdahl que je viens de lire vous a bien montré de toutes les façons que les deux principales organisations terroristes ont directement été créées par les renseignements généraux de l'OTAN et notamment des États-Unis. Donc il n'y a pas de débat. Mais le 30 juillet 2014, le site d'information officielle France 24 levait le lièvre en faisant de la France le premier banquier des djihadistes au Sahel. Je vous ai souvent lu cet article qui est une preuve flagrante. Sur la base des déclarations américaines, il était indiqué que le paiement des rançons est un mécanisme de financement des organisations terroristes. Que tous les pays de l'OTAN financent les terroristes puisqu'ils payent des rançons et qu'il arrive même qu'on donne des otages aux organisations terroristes pour que ça serve d'alibi pour décaisser les fonds spéciaux et les payer. Article du 30 juillet 2014 de France 24, intitulé « La France, banquier, premier banquier des djihadistes au Sahel ». Ce n'est pas moi qui ai écrit. France 24. Donc, en fait, les faits de financement et d'armement des terroristes sont des faits
extrêmement évident et incontestable. Puisqu'ils sont reconnus même par les médias officiels. Aux États-Unis, c'est le sous-secrétaire d'État David Cohen qui a reconnu que l'Occident finançait les organisations terroristes à travers le mécanisme des rançons. Il a reconnu, en essayant de disculper les États-Unis, maladroitement bien sûr. Alors qu'on sait que ce sont eux les meneurs de ces opérations de guerre hybride. Donc disons-le en anglais. What is terrorism for an individual, an organization or a state? Is financing and giving weapons to terrorist organizations. And this is a very evident fact. It is obvious everywhere that the United States, all the NATO's powers, have been financing the two main terrorist organizations. And like Engdahl shows in his book, Le charme discret du djihad, for sure, the two main terrorist organizations have been created by Western secret services. So this is not a debate. Even Mali, Burkina Faso, and Nigeria are asking for a special meeting of confrontation at the United Nations because they have many proof of this financing and arming, giving weapons to terrorist organizations by NATO's powers. Berbantimoni, batinanga, iborobana masibele Al-Qaeda tole État islamique. Baye bilong bembenge, bilong bakana bilong biotangongwinti. Bon babu o Al-Qaeda ba o nunu État islamique. Bon banti bon moni batinanga, ndi baye ba bongol ntenpe itimoni. Ba yong mur batibonye bakale mur nu bangwelenye. Bankaral nye homa bakena. Inyusa burumanola, inyusa terroriste. Ba yong money mingomin. Ba timon terroriste ni bon les terroristes ba nguhel ba was burbanke iminkomi momap. Burba se bole otage. Ba yen tinak. Ba kana bon bantibo. Terroriste ni bon les terroristes bar money. Mumbus ba peme money. Isa terroriste. Ni non yom e. Pelem guabi. On passe au cinquième indice. Le cinquième indice, c'est que les individus, les organisations et les États terroristes assurent la visibilité médiatique. C'est la visibilité médiatique massive des actions des organisations terroristes et les utilisent pour discréditer les États insoumis à l'impérialisme. Je recommence le cinquième indice. Pour reconnaître un individu, une organisation ou un État terroriste, regardez la place qu'il donne à la communication, à la mise en valeur des actions terroristes commises contre les pays qui leur sont insoumis dans ces médias. Par exemple, les organisations terroristes qui sévissent au Sahel savent qu'elles peuvent bénéficier d'une couverture exceptionnelle des grands médias d'État en France. France 24, c'est la meilleure chaîne de propagande de l'État islamique et d'Al-Qaïda en Afrique. Les chefs d'Al-Qaïda ont même parfois l'exclusivité. Ils ont la possibilité de s'exprimer en exclusivité sur les médias d'État en France. C'est du jamais vu. Si on considère que les terroristes sont des ennemis, comment peut-on comprendre qu'on leur donne les médias d'un État qui prétend les combattre? Donc, dès lors que vous voyez un État qui vulgarise les activités terroristes, qui valorise les activités terroristes, notamment celles qui sont portées contre les États qui ne lui plaisent pas, sachez que cet État est engagé, il est mêlé au terrorisme. C'est incontestable. À partir du moment où je fais la propagande des terroristes, je leur permets de faire passer leur message le plus amplement possible. Je suis des leurs. The fifth remark to recognize a terrorist organization, individual or state, is using their medias to expand terrorist actions in their opinion. When you see a country where official medias give exclusivity to terrorist chiefs and terrorist organizations, you know that that state is involved in terrorism. You know that for sure that state is involved inside terrorist actions. That is it. And just see, where are the countries who give exclusivity, who give
their public media to terrorist organizations. Those countries are Western countries, and this is the case for France. France 24, RFI, TV5, and so on are regularly used, frequently used, like platforms to expand their influence and to expand the echo, the influence of terrorist actions in Africa. Certain days, the terrorist leaders have the exclusivity. They have exclusive interviews on those medias who pretend to be medias of countries fighting against terrorism. What a contradiction. What a contradiction. Jamli yon elitan la mabinge. Il est terroriste ni yon te nabesu. Balen tengim long. Yon télévision ye, radio ye. Yon journaux ye yoso. Ne yo ni bon le. Terroriste por mukere. Yina le long ye terroriste. Berban ti terroriste king. Batinak terroriste njel yiva. Ba ye terroriste. Bengana ni bolo bo France 24 bo RFI. Les terroristes banol bour et Mali et Burkina et Cap. On va bour pa bisu. Et Calais la banol. Ni ba la ngo ba ane ba longi. Hani yang konde unda les terroristes gwe ngui bilin. Je passe au 6e élément qui permet la reconnaissance, sans discussion, de l'organisation de l'individu et de la puissance terroriste. Ils utilisent l'alibi de la lutte antiterroriste pour camoufler la recolonisation militaire du continent dans le but de continuer le pillage éhonté de ses matières premières stratégiques. Systématiquement, au nom de la lutte antiterroriste, les puissances, les individus et les partis politiques, les associations terroristes veulent justifier la recolonisation militaire du continent. Si on demande aux États-Unis d'Amérique pourquoi ils ont des armées en Afrique, l'argument numéro 1, c'est pour combattre le terrorisme. Problème. Ce sont eux qui l'ont fait venir à travers le saccage de la Libye. Ils étaient les patrons pour saccager la Libye. Et ce sont eux qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique. Mais comment ils peuvent venir dire aux Africains qu'ils viennent combattre les organisations qu'ils ont créées? C'est pour ça que je demande de lire ce livre. Deng Dal, qui est fortement référencé. Nos thèses essentielles sont documentées dans ce bel ouvrage de William Engdahl. Bon, comment des gens qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique peuvent venir expliquer qu'ils aident les Africains à combattre le terrorisme? Et la question se pose aux pays africains qui ont des conseillers militaires israéliens. Mais comment Israël peut nous aider en Afrique à combattre le terrorisme alors qu'Israël est au cœur de la création de l'État islamique? Le Mossad est au cœur de la création de l'État islamique. Je dis que j'ai une 50aine d'ouvrages ici sur la question. C'est une information qui est recoupée et documentée par 50 ouvrages disponibles ici, à la Maison de l'Afrique des Libertés. Donc il faut demander là, le Togo, le Cameroun, tous ces pays-là qui sont sous influence israélienne, ils vont combattre quel terrorisme? Sous influence américaine, vous combattez quel terrorisme? Sous influence française, vous combattez quel terrorisme? Puisque de toutes les façons, l'OTAN a attaqué pour vous imposer la présence militaire de ses armées sur le sol africain. Donc, l'alibi de la lutte antiterroriste. Quand vous entendez des gens justifier leur présence militaire en Afrique par la lutte antiterroriste, sachez que ces gens-là, en réalité, vivent du terrorisme. Bon, la présence militaire russe, ces derniers temps en Afrique, elle a lieu dans la lutte anti-impérialiste, anti-néocolonialiste. Les pays qui ont fait venir l'armée russe à leur côté sont en train de lutter contre les forces impérialistes et les forces anticolonialistes, les forces néocolonialistes. Ce n'est pas simplement l'antiterrorisme. Il s'agit de libérer l'Afrique. Ce n'est pas la même présence. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Donc, en moins de 15 ans, 10 000 soldats américains ont repris pied sur le continent africain au motif de sécuriser l'Afrique du Nord, de sécuriser le Sahel, de sécuriser le Golfe de Guinée, de sécuriser la République démocratique du Congo, de sécuriser tout le continent africain. Nous avons 10 000 soldats américains. Près de 6 000
soldats français, des soldats britanniques, des soldats de toutes les puissances de l'OTAN. Et derrière les missions de l'ONU, ils ont couvert l'Afrique de pratiquement 50 à 100 000 hommes en armes. Tout ça, c'était pourquoi? Le motif qu'ils avancent systématiquement, c'est « nous venons combattre le terrorisme ». Pourtant, ce sont eux qui ont créé les organisations terroristes. Donc, en réalité, le sixième élément, c'est chaque fois que vous avez une puissance négrière, coloniale, une puissance néocoloniale, qui vous dit qu'elle vient combattre le terrorisme, vous savez que c'est une puissance terroriste. Car le terrorisme est un alibi, un prétexte pour avoir la mainmise permanente sur les richesses de l'Afrique. C'est un cache-sexe. Et qui plus est, c'est toujours convenant pour eux de dire que ce terrorisme est le fait des djihadistes. Parce que comme ça, on ne va même pas faire attention au fait que ce sont les impérialistes qui ont créé les deux organisations terroristes. Je recommence. Ce sont les impérialistes qui ont créé les deux grandes organisations terroristes. Écrivez ça. Livre de référence, Le charme discret du djihad de William Engdahl. Je rappelle que William Engdahl n'a été poursuivi en diffamation par personne pour les preuves qu'il a données dans ce livre. Et je suis très serein. Personne ne peut me poursuivre en diffamation. Il faudra pour cela convoquer plus de 1500 chercheurs dans le monde entier qui ont documenté les mêmes faits. Documenté les mêmes faits. Le jour où on m'appelle dans un tribunal en France pour ça, le tribunal sera envahi par une bibliothèque. On aura à éplucher dans ce tribunal-là environ une petite quantité, 1500 livres. 1500 petits livres sur les faits. Faites-moi confiance. C'est mon travail. L'empirisme politique. L'empirisme des faits comme fondement de l'analyse politique. C'est pour cela que les Africains m'appellent le docteur des preuves. Doctor proof, not my name. So, number 6, if you want to recognize terrorist individuals, organizations, or states, it is not very difficult. If they say that their military presence in Africa is justified by the fight against terrorism, this is a proof that they are terrorists. Because, in fact, the NATO created Al-Qaeda and the Islamic State. And the NATO cannot fight against its own creations. This is false. This is a contradiction. So they cannot say that there are 10,000 of American troops in Africa to fight against terrorism. Because, in fact, terrorism has been brought by American troops. When they attacked Libya, it was in association with Al-Qaeda and Islamic State. This is a fact. Facts only. Only facts. All Western troops present on African soil are not here to fight against terrorism. They are benefiting, in fact, of terrorism because they use terrorism like a method of destabilization so that they can keep looting African natural resources. Because they want to continue looting our gold, our oil, our gas, our uranium, our lithium, our manganese, our coltan. They would like to have a total and permanent control on African strategic resources. That is why they help terrorist organizations to destabilize Africa so that they can justify every day their presence by this instability. This is the method of order by chaos. What Naomi Klein called disaster capitalism. Abonba Africa, balem nintenge mlongite bebisu kibo America to lembenge pulasi to lengisi to le German bate bebisu kalbele ban lojo terrorisme kala bole baku hamanyo nyule bon babulona terrorisme Africa autant yon ebi tungu Libya yosu ngera babe ban tungu Libya babongo Al-Qaeda babongo État islamique bon bab o mama nola bon babi hek Al-Qaeda ni État islamique balona ba ebo Africa le batungu l'Africa ni bon le mumbus bakale ban lo ho la Africa ijos bi hegel guap bomere John Murakal Bambe l'enkana lo jolbe i Africa halata bembale di bon ba Russia to le ba China ba ye ha ho la bis le di jo ni bon le ba kana ba gine ba bengi mingo imal ba mal Russia hu Russia China hu China so na guap ko so hu
Pourquoi be kunde yen beni? Non, mais longueur. C'était le sixième élément. C'était le sixième indice. On passe enfin au septième indice. Le septième indice. Pour reconnaître les terroristes. Ils organisent des fausses disparitions des chefs terroristes les plus recherchés afin de les soustraire à la justice internationale. Septième indice pour reconnaître les organisations terroristes. Les individualités terroristes, les partis terroristes ou même les États terroristes. Ce sont des spécialistes de l'organisation des fausses morts des terroristes. Il y a un cas d'école remarquable. C'est le cas de Amadou Koufa et de Iyad Ghali. Tous responsables d'Al-Qaïda, qui ont semé la mort au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, partout. Allez faire une enquête de presse pour voir le nombre de fois que les grandes puissances occidentales les ont donnés pour morts. Et le nombre de fois ils ont été ressuscités par la même presse occidentale. Allez voir le nombre de fois que les services officiels des pays occidentaux ont donné pour mort les chefs terroristes. Et allez voir le nombre de fois que les mêmes services ont réorganisé une propagande médiatique pour dire qu'ils sont vivants. Ça s'appelle les rituels de disparition stratégique. Quand on veut protéger un chef terroriste de poursuite possible de la justice internationale, on organise sa mort artificielle. C'est comme ça qu'ils ont tué Amadou Koufa, un nombre de croix incalculable. Même Amadou Koufa était dépassé par son nombre de morts. Amadou Koufa est assis comme ça. Lui-même, il apprend qu'on a dit qu'il est mort. Et quand il veut parler, on dit non, ne parle pas, tu es mort. Fais le mort. Il fait le mort. Il est encore assis comme ça un autre jour. On dit Amadou Koufa est vivant. Amadou Koufa dit, ah bon, je suis vivant. On dit oui, maintenant tu es vivant. Vas-y, va revendiquer ta vie. Fais une vidéo de 2 minutes. Tu nous donnes. Prenons Iyad Ghali. Ils l'ont tué combien de fois? Faites une enquête sur les médias qui ont tué et ressuscité Iyad Ghali. Vous verrez que c'est les médias des États déstabilisateurs de l'Afrique, les États de l'OTAN. C'est leur travail. Ils font de la prestidigitation magique avec les chefs terroristes. Et ils pensent influencer les Africains avec ça, alors qu'on a compris. Il y a longtemps qu'on a compris que ce sont eux qui font apparaître et disparaître les chefs terroristes. Puisque ces chefs terroristes vivent sous leur protection, sont financés par eux, sont armés par eux. Ils organisent leur disparition et leur apparition. Des résurrections artificielles, des morts artificielles. Voilà comment on reconnaît les puissances terroristes. Celles qui organisent des morts, des disparitions et des réapparitions artificielles des chefs terroristes. In English, it's not difficult for number 7 to recognize a terrorist power organization or state. They organize fictional deaths of terrorist chiefs. From time to time, they take Iyad Ghali. They say he's dead. Iyad Ghali has been killed. He has been captured. He has been killed by ourselves. And a few months later, the same tell you, Iyad Ghali is alive. We've seen him. He's also talking for Al-Qaeda. They have done exactly the same thing with the criminal, terrorist and bandit called Amadou Koufa. Many times, he has been declared dead. Koufa is dead, captured, and for sure. And the terrorist chief Koufa has been killed by French forces, by NATO's forces, by European forces. And 1, 2, 3, 4, 5, 6 months later, Koufa is alive. Koufa is back. The same powers who organize those false deaths and those false resurrections are terrorist powers. This is a very serious sign of involvement in terrorism. They help them to become quite some like some ghost. They transform terrorist chiefs in ghosts, able to die and to come back to life, like Jesus Christ. Yes, this is it. Jamli on lisambok l'herbe. Vilong bininte hebe bon leben kalbele ba ane ba terrorisme wo. Embu he song ba tole a tole tan.
batemba pe me baba a ne terrorisme unda be le ba bangining be belong terrorisme yo le bon ba mti bon nga bon wa biti bo ndap bon banti bo journaux yap bon banti bo ma hola mo so bon le bor ba tungu l'Afrique John ngera ban so mbo sehbes bon we bor ba yila Yesu Kristo len ba ening ya ni manwo normal bantem batore ba pam kereson batem balo be long ninte ban bon yom mama kangma munu télévision yap belong bi terrorisme bi tilana la Alors, mes chers amis, vous avez donc eu droit, là, maintenant, depuis 1h23, au détail de notre fiche signalétique de reconnaissance des individus, des organisations et des puissances terroristes. 1. Confusion sur la dénomination, indice 1. 2. Relation directe avec les organisations terroristes qu'on prétend combattre, duplicité. 3. Pays sanctuaire des chefs terroristes et de leurs organisations. 4. Financement et armement avéré des organisations terroristes. 5. Visibilité médiatique assurée aux organisations terroristes. Et surtout, tentative de fragiliser les États insoumis à l'impérialisme en valorisant les actions des organisations terroristes. 6e indice, utilisation systématique de l'alibi de la lutte antiterroriste pour camoufler la recolonisation militaire, économique et le pillage éhonté du continent africain. Et enfin, 7e indice, organisation de fausses disparitions et de fausses résurrections de chefs terroristes. Voilà, avec ces 7 éléments, personne ne peut vous tromper. Avec ces 7 éléments, personne ne peut vous tromper. Personne ne peut vous tromper. Personne. Est-ce que c'est clair? Et c'était le but de cette conférence ce matin. Si j'ai atteint cet objectif en 7 points, et si tout le monde a apprécié la lecture de l'avant-propos de l'ouvrage de William Engdahl, l'ouvrage de référence de cette conférence, William Engdahl, Le charme discret du djihad, édition 2001-2018. Édition 2001-2018. Le charme discret du djihad, sous-titre L'instrumentalisation géopolitique de l'islam radical. L'instrumentalisation géopolitique de l'islam radical. L'instrumentalisation géopolitique de l'islam radical. Et je vous montre encore de très près la 4e de couverture. Peut-être que vous pourrez aisément la lire. La 4e de couverture. La 4e de couverture. La 4e de couverture de ce beau et profond ouvrage. Voilà, j'ai accompli mes devoirs. Je vais pouvoir me retirer pour aller me nourrir.